Écoutez, quand vous n'avez pas d'idée d'introduction, il n'y a qu'une seule chose à dire, il y en a marre des films en VOD, putain, rendez-nous les salles de cinéma. Sérieusement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Voyage au centre de la Terre 3 featuring Kong et Godzilla. Un peu, quand même. Tant mieux, j'étais team Godzilla à fond, moi, de toute façon. Ou plus sérieusement, la critique, vous l'aurez compris, du tant attendu Godzilla versus Kong. Il m'a fallu 28 ans pour prononcer Godzilla et pas Godzilla. Putain de jeunesse de merde. Un film que j'attendais quand même avec une certaine impatience, même si mon rapport avec la saga des titans des kaiju est assez particulier. J'avais adoré celui de Gareth Edwards qui nous montrait, de la même manière que Monsters, qu'il pouvait y avoir une certaine poésie autour du mythe du titan, du kaiju, de la créature de cauchemar, tout en ayant un fond vraiment intéressant et puis alors une photographie, une réalisation qui était somptueuse. On n'a toujours pas fait mieux depuis, dans le même univers. J'avais trouvé Kong Skull Island divertissant, pas très original, effectivement, mais qui jouait beaucoup sur sa photographie, là aussi sur son visuel, même si ça repompait quand même pas mal l'esthétique et le style des films de guerre du Vietnam des années 70. Et j'avais été très déçu par Godzilla, roi des monstres. J'en avais fait une critique, depuis supprimée pour droit d'auteur. On embrasse YouTube, on adore, putain. Mais où j'étais particulièrement énervé puisque j'avais été vraiment déçu, j'avais l'impression d'avoir été pris pour un con, et à 2 ou 3 plans près, c'était quand même vraiment très moyen. Et à ma grande surprise, j'ai passé un bon moment devant ce Godzilla vs Kong qui certes n'est pas de la grande littérature, ça va sans dire, mais on sent qu'il y a quand même un fond autour de cette mythologie, monarque, apex, cette idée de terre creuse qui se dévoile face à nous. Rien de très original aussi, ça se rapproche beaucoup du mythe de Voyage au centre de la Terre, et puis c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps vis-à-vis du mythe du kaiju qui reviennent des profondeurs de la Terre. Mais on sent que vraiment avec ce Godzilla vs Kong, il y avait une envie d'aller beaucoup plus loin, une envie de se structurer, de nous montrer une narration assez originale, assez intéressante et surtout un fond autour de cette mythologie afin d'étendre l'univers étendu, etc. Et le problème que j'ai eu avec ce Godzilla vs Kong, c'est que tous ces aspects vraiment très intéressants et quelques points de mise en scène et de réalisation qui sont quand même assez chiadés, ne fut finalement au service que d'un scénario principal con au possible. Mais d'un autre côté, tu vas voir Godzilla vs Kong, vous allez me dire oui mais est-ce que tu t'attends vraiment encore une fois de la littérature? Non. Mais le problème c'est que là quand on me montre un potentiel, j'ai tendance à vouloir plus de ce potentiel. Effectivement on y va pour de l'action, on y va pour voir des grosses bestioles se foutre sur la tronche, mais quand il y a un fond, quand il y a un réel propos et quelque chose de plus, je trouvais ça vraiment intéressant de le mentionner et j'aurais aimé le voir un petit peu plus longtemps. Il n'en reste que Godzilla vs Kong, malgré ses nombreux défauts, parce que vous allez voir qu'on s'assoit quand même pas mal sur la cohérence et que c'est un film attendu et convenu au possible, sans aucun suspense, littéralement, et sans aucune prise de risque, mais c'est quand même un film qui me tardait de voir. On va faire cette critique tout de suite, et alors, pour être honnête avec vous, cette critique sort effectivement le jour de la sortie en VOD de Godzilla vs Kong. J'ai eu l'occasion de le voir il y a 2-3 jours, donc la vidéo est travaillée de la même manière. Je la sors juste le jour de la sortie de la VOD, parce que j'ai beaucoup d'autres dossiers beaucoup plus importants à gérer sur YouTube actuellement et qui sortiront par la suite, notamment le documentaire ou une vidéo sur Anthony Starr. Je vais diviser cette critique en 2 parties, avec un mot sur la réalisation, le visuel et l'acting, avant de passer plutôt sur la narration et tout ce que j'ai aimé, notamment autour de l'univers monarque. Et la première chose que j'ai envie de souligner vis-à-vis de la réalisation, parmi les points positifs que j'ai beaucoup appréciés, c'est cette balance quasi parfaite entre l'univers artistique de Kong et celui de Godzilla. Que ce soit dans sa musicalité, où on aura beaucoup de soundtracks qui rappellent Kong Skull Island, musique typiquement années 70, qui sont plutôt pertinentes au sein du métrage, et même d'un point de vue visuel, avec cette photographie extrêmement chaude de Kong, qui arrive notamment sur certaines séquences sur Skull Island, l'île du crâne, du côté de la Terre creuse, et même en règle générale lors du premier affrontement qui a lieu sur tout un tas de porte-avions. Là aussi on s'assoit littéralement sur la cohérence du bordel, mais c'est pas grave. C'est vrai que visuellement, d'un point de vue esthétique et photographique, on mêle parfaitement cet univers de Kong très chaud à une photographie et une image beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre et froide, qui est propre à celle de Godzilla, notamment sur la scène finale qui va se dérouler à Hong Kong, où c'est toujours extrêmement coloré, une photographie très bleutée et qui correspond parfaitement à ce qu'avait déjà fait Gareth Edwards, qui correspondait déjà parfaitement
parfaitement à ce qu'avait été fait dans Godzilla, Roi des monstres également, c'est cette juxtaposition entre deux univers qui ne se contentent pas uniquement de faire s'affronter Kong et Godzilla dans un crossover entre personnages, mais qui va un peu plus loin et qui permet aussi en termes d'esthétique et de photographie d'apporter véritablement à la réalisation. La réalisation qui, je trouve, perd énormément dans son gigantisme, ça c'est le problème, puisque là où dans la première partie du métrage, il y avait beaucoup de choses intéressantes, je trouve, qui faisaient écho aux anciens Kong et aux anciens Godzilla évidemment, c'était cet aspect ultra gigantesque, ce gigantisme qui est de toute façon un travail propre aux travaux de Gareth Edwards. On avait pu notamment le retrouver dans Rogue One quand il avait travaillé sur Star Wars. Ce gigantisme-là apportait une réalisation particulièrement intéressante puisqu'on avait vraiment l'impression que les mouvements des animaux étaient lents parce que ils faisaient des dizaines et des dizaines de mètres de haut et ça ajoutait au réalisme de la situation. Et le problème c'est que si ça on le retrouve dans la première partie de Godzilla vs Kong, dans le deuxième acte, à partir du deuxième entre guillemets affrontement où ils arrivent à Hong Kong, c'est trop rapide, trop saccadé, et même si en termes de mise en place de la tension, la première rencontre entre les deux titans est plutôt maîtrisée, on perd cette grandiloquence au profit d'une mise en scène qui fait vraiment jeu vidéo par moment, ça m'a un peu sorti du récit. C'est vrai que quand tu affrontes des créatures de ce style et que tu perds ce gigantisme-là, tu perds forcément en impact vis-à-vis du spectateur, et tu perds forcément derrière en réalisation. Il en va de même pour les effets visuels, qui sont, sur certaines séquences, globalement très réussis. Le travail au niveau du pelage de Kong, par exemple, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. Quelques scènes d'action, notamment celles du porte-avions, qui sont quand même vraiment esthétiquement réussies. Le travail du son est très intéressant. On n'en parle pas souvent et pas assez, je trouve, de la bande originale, du mixage son, du travail aussi des effets sonores qu'il peut y avoir dans un film, mais là pour le coup je trouve que ça a été parfaitement réussi. Notamment quelque chose que je trouve très intéressant quand je regarde des films de ce style, c'est l'absence de son, l'absence de bruit environnant au moment où il va y avoir une action qui permet d'être beaucoup plus ancré dans l'action en elle-même et notamment ce combat titanesque entre les deux kaiju. Le fait est que en termes vraiment d'effets visuels, puisque là on parle d'un point de vue visuel, ce qui est quand même l'arc principal du film, je reste convaincu que les gros plans sur des CGI, ça ne marche pas. Je le dis depuis très longtemps, je l'avais déjà dit dans Jurassic World Fallen Kingdom d'ailleurs, que j'adore pourtant d'amour, où il y avait un gros plan sur Blue qui était pour moi infâme, alors que tous les autres effets visuels fonctionnaient très bien à partir du moment où la caméra gardait une certaine distance. C'est la même chose dans Godzilla vs Kong, je trouve que les gros plans sur Godzilla, parfois même Godzilla qui sourit quand il est content d'avoir fait un bon move, je me dis putain, sérieux, nous prenez pas non plus pour des chefs, je veux dire c'est n'importe quoi. C'est un film quand même globalement qui est assez impressionnant, mais dès que ça se rapproche trop des corps, c'est pas possible parce que je pense que le CG ne le permet pas encore. Moins sur Kong, bizarrement, alors que le travail du pelage était peut-être plus compliqué, mais là c'est surtout sur Godzilla, et que dire de Mechagodzilla? Alors ça, après, voilà, c'est peut-être un environnement parodique, etc. Parce qu'on est peut-être dans cette espèce d'hommage aussi aux films de l'époque, les Kong Godzilla, les Godzilla, Mechagodzilla. Peut-être que là, on y est encore et que c'est moi qui suis à contre-courant, mais j'ai trouvé Mechagodzilla absolument ignoble. Voilà, je le dis, je montrerai pas d'image pour éviter les spoils. Il était rapidement présent dans les bandes annonces, mais en termes vraiment visuels et d'esthétique, je l'ai trouvé particulièrement affreux. Il n'empêche que c'est un film qui brille de temps en temps par sa réalisation et qui est particulièrement bien rythmé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, d'un point de vue de l'acting et des personnages principaux, vous allez me dire oui mais Godzilla vs Kong, tu t'attendais à quoi vraiment? À des personnages qui vont te lire du Baudelaire, du Nietzsche? Non, évidemment ça c'est sûr, mais on peut quand même, je pense, en 2021, attendre des blockbusters qui ont des personnages intéressants ou quelque chose à nous raconter. Ça a toujours été le cas, ne serait-ce que pour parler d'un certain King Kong, le King Kong de Peter Jackson, qui avait des personnages hauts en couleur et absolument magnifiques, alors qu'on a été du domaine du blockbuster. Si déjà en 2005 on était capable de le faire, je suppose que là aussi. Et alors, bordel Seigneur Jésus, pardonnez-nous, oh la vache. Hormis Alexander Skarsgård, mais c'est entièrement subjectif, c'est parce que j'aime l'acteur et j'ai apprécié le retrouver, mais je pense pas qu'il est particulièrement extraordinaire. Il a au moins le mérite de nous apporter un contenu narratif et de nous apporter un scénario qui est intéressant. Mais ça reste pas non plus de haut vol. Non, les deux personnages pour moi qui m'ont particulièrement marqué, c'est le personnage d'une femme et d'une fille qui sont justement partenaires avec Alexander Skarsgård, dont la fille va avoir un lien très particulier avec Kong. Ça c'est bien, parce qu'en termes de référence aux anciens King Kong, que ce soit celui d'Armstrong ou même celui de Peter Jackson, il y a toujours eu ce rapport entre la belle et la bête. Là c'est la bête et la fille, mais le fait qu'ils arrivent à se parler, la langue des signes, etc., ça apporte une vraie profondeur et une vraie émotion au personnage de Kong et au personnage que l'on apprend à découvrir. Donc là pour le coup c'est vrai que c'était quelque chose d'assez intéressant de voir cette alchimie, aussi par rapport aux références que pouvaient être les anciens longs métrages de Kong. Et narrativement et scénaristiquement, oui effectivement ça a aidé à développer un scénario qui pour moi amenait à la Terre Creuse qui était le plus intéressant. Le reste c'est catastrophique. Et là on en revient toujours au même débat, est-ce que comme c'est Godzilla versus Kong il faut le pardonner, ou on peut quand même dire que c'est des personnages qui sont cons comme des bites? Est-ce que c'est parodique à tel point qu'on se dit bah c'est voulu parodique et
c'est voulu totalement cliché et caricatural, mais entre le méchant principal de chez Apex, le créateur de Mechagodzilla, qui a zéro nuance, Eiza Gonzalez, qui est absolument mais dramatique, c'est l'un des pires rôles pour Eiza Gonzalez depuis que je la suis, et je la suis depuis quasiment ses débuts. Elle est d'un cliché, d'une caricature d'elle-même et de son personnage qui est absolument abject. Kyle Chandler, alors hormis la référence au fait qu'il aura affronté 2 fois Kong dans sa vie, avec la version de Peter Jackson, et que j'aime pourtant beaucoup, bah lui il a 3 scènes. Je pense qu'à mon avis il devait vouloir se faire une cuisine Mobalpa et qu'il s'est dit écoute frère, il faudrait que je me fasse un petit chèque parce que sinon là je sais qu'a priori le lave-linge je l'aurais pas et puis le lave-vaisselle non plus, donc allons-y. Mais c'est vrai que sur 3 séquences comme ça, je me demande même pourquoi il était là, à part pour rappeler que Monarch effectivement est toujours partie de l'univers, il n'a aucun intérêt. Et que dire de sa fille, Millie Bobby Brown? Je fais pas encore partie de ceux qui détestent Millie Bobby Brown, je l'aime beaucoup dans Stranger Things, je sais qu'elle commence à avoir de plus en plus de détracteurs. Faut bien reconnaître que là, elle est dans un surjeu absolu, où ça devient tellement risible, cliché et caricatural que j'ai eu envie de me flinguer. Il y a 2 protagonistes qui naviguent autour de son histoire, qui aident, certes au scénario, mais malheureusement qui sont d'un cliché, d'une caricature folle, et c'est là que j'ai envie, dans les commentaires, de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ces personnages-là étaient volontairement écrits comme clichés, caricaturaux, stéréotypés, et dans un surjeu absolument constant? Parce que je me suis posé véritablement cette question, est-ce que c'était l'objectif du film, et que ça fait écho à tous ces anciens films de kaiju, etc., qui étaient aussi quand même beaucoup sur le spectacle et moins sur les personnages? C'est possible, mais c'est dommage puisque vous allez voir que d'un point de vue vraiment narratif et scénaristique, l'ensemble de ces protagonistes tentaient d'apporter quelque chose. Parce qu'on ne peut pas nier, et ce sera la deuxième partie de cette critique, que ce film est tenté de nous proposer quelque chose d'un point de vue créatif, narratif et même scénaristique. L'une des premières références que j'ai particulièrement appréciées, c'est la Denham University, qui fait directement écho à Carl Denham, le personnage du film King Kong de 1933 et qui a été repris ensuite par Peter Jackson dans Suite 2005. C'est vrai que voir qu'Alexander Skarsgård travaille dans l'université Denham, j'ai trouvé que c'était une référence qui était quand même très très riche. On a quelques références aussi à l'univers des kaiju, et on enrichit un petit peu le bestiaire dans les séquences de la Terre creuse, notamment avec quelques affrontements de Kong qui m'ont rappelé, par rapport à ses ennemis, le design de King Cobra dans la série animée Godzilla. Ces voyages au centre de la Terre, c'est l'arrivée, l'origine des kaiju, mais visuellement, avec cette espèce de gravité, ce ciel qui finalement n'est qu'une continuité de la Terre, enfin c'est quelque chose de visuellement assez bluffant, et qui gagnait vraiment, je pense, à être beaucoup plus travaillé, notamment peut-être autour des segments avec Apex, notamment autour des segments avec Monarch. Ça c'est des choses que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le film, et qui était pour moi le fer de lance du long métrage. Et c'est vraiment dommage de n'avoir fait que de ce segment en Terre creuse une avancée scénaristique menant à ce final, puisque c'est effectivement l'un des finals les plus attendus de l'histoire du cinéma. Tout le monde pouvait s'y attendre. Je trouve qu'on s'est un petit peu foutu de notre gueule en disant ah ouais mais vous allez voir il va y avoir un gagnant, etc. Un gagnant, oui, il y en a un techniquement, Godzilla prouve sa supériorité, mais c'est très décevant dans le final car vraiment sans prise de risque sur l'alliance des 2 titans face au mecha, dont j'ai personnellement trouvé l'origine du nom par le pote de Millie Bobby Brown absolument risible, enfin ça sortait de nulle part. Mais je trouve que le scénario global, qui est simplement Godzilla pète un câble, on appelle Kong pour arriver à la rescousse, etc. parce que seul lui il peut le tuer, ah bah oui mais ils vont se foutre sur la gueule, mais finalement il y a pire, il y a Mechagodzilla, donc ils vont devenir potes et tabasser Mechagodzilla. C'est un scénario bateau que tu pouvais déjà écrire dès la fin de Kong Skull Island quand t'avais vu plus ou moins les idées scénaristiques qu'il pouvait y avoir, et c'est ultra léger. Et mettre des axes intéressants comme la Terre creuse, comme les dérives aussi de la technologie de la part d'Apex. On voit que là on est dans un film où la technologie a pris un essor absolument incroyable sur l'humanité et dans notre monde. On voit qu'il y a une guerre entre Monarch et Apex. Ça c'est des choses que j'aurais vraiment aimé voir beaucoup plus, parce que je pense que c'est tous les axes secondaires qui gravitent autour de ce combat entre Godzilla et Kong qui étaient vraiment les plus intéressants. Idem, c'est quelque chose d'assez idiot, mais par rapport à tous les autres kaiju qu'on voyait dans Godzilla 2 Roi des monstres, on devine, je crois, pendant quelques scènes du générique, que finalement Godzilla en a anéanti la moitié, et même s'ils avaient fait preuve d'allégeance vis-à-vis de Godzilla, on se rend compte sur une scène en particulier, je vais essayer de vous la mettre sur un plan en particulier du générique, que pas mal de kaiju sont morts, notamment Rodan, etc. Et le fait que ce soit pas montré, pas développé, pas dévoilé et simplement dans un générique, je trouve que c'est vraiment extrêmement minimaliste. C'est un film qui malheureusement je trouve est rushé à certains moments sur ce qui aurait pu être le plus intéressant du côté des kaiju. Et alors ça donne des incohérences absolument incroyables. Je veux dire, je veux bien que la gamine elle parle à Kong, d'accord, mais Kong a déjà du mal à imaginer que l'île du crâne ait été entièrement recouvert par l'être humain, puisque vous le verrez dans le film, on a créé une sorte d'immense complexe pour empêcher Kong de se barrer de Skull Island. Et là on va me dire que Kong qui a des griefs contre l'être humain, la gamine va aller lui parler
accepter et Kong va se dire d'accord, très bien, vous voulez que je quitte ma maison, etc. pour aller sur un paquebot, me faire enchaîner, pas de problème, j'y vais tout de suite. Et le souci, c'est que du moment où cette gamine va lui parler pour lui demander son soutien pour affronter Godzilla, on passe tout de suite sur un autre plan avec Kong sur le porte-avions. Pas d'explication, rien, voilà, c'est ta gueule, c'est magique. La gamine, elle est allée lui parler, on suppose qu'il a dit oui, allez-y, mettez-moi les chaînes, y a pas de problème. Alors qu'on se tue quand même pendant tout le film à nous dire que Kong ne peut pas être apprivoisé et ne peut pas être dominé. Et finalement, on le voit sur le paquebot comme ça, et il y a beaucoup trop d'ellipses, beaucoup trop d'incohérences. Kong qui va faire des sauts de 15 mètres de porte-avions en porte-avions sans que les porte-avions cassent ou coulent ou quoi que ce soit. Enfin, ça c'est pareil, je me dis, vu le poids de l'engin, a priori, ça devrait largement exploser. C'est tout un tas de thématiques comme ça qui rendent le film passif-agressif, puisque ça reste un divertissement satisfaisant. C'est vrai que j'ai pris un certain plaisir à le regarder d'un œil coupable, et puis parce que globalement, après Godzilla, Roi des monstres, pourtant, c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai développé, pour certains points positifs, il y a beaucoup de points négatifs qui naviguent autour, et qui malheureusement, c'est vrai, nuisent un petit peu au film, qui, même si ça reste qu'un affrontement entre Godzilla et Kong et que là-dessus c'est maîtrisé dans les 3/4 de ce que ça propose, avait certaines thématiques que moi j'ai regardé d'un œil intéressé sur Monarch, sur Apex, sur la Terre Creuse, et j'en aurais espéré plus parce que là il mettait vraiment l'accent sur des enjeux de kaiju, sur des enjeux qui concernent le film de Titan qui auraient pu être intéressants. Sur le fond comme sur la forme, les propos de société aussi qu'il pouvait y avoir autour, etc. Là pour le coup ça aurait pu être pertinent et malheureusement ça n'a pas vraiment été développé. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, au moins on aura remarqué quelque chose et ça c'est particulièrement gratifiant. Godzilla est plus fort que Kong en one-on-one, 3 rounds, 2 pour Godzilla. Oh là là, c'est vraiment le show lui. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.